Bonsoir à tous. Bonsoir. Bon, déjà, merci à tous d'être ici ce soir, donc à cette soirée et plus particulièrement donc, à cette table ronde. Donc cette table ronde qui a pour thème comment intégrer le milieu du financement et de l'investissement. Donc on a du coup deux intervenants ce soir que je vais laisser se présenter maintenant. Bonsoir à toutes et à tous. Luc-Olivier Yebgar. Je suis conseiller financier indépendant. J'ai une formation, je pense, comme vous, école de commerce EM Lyon, formation en banque d'investissement. Donc, j'ai coché quelques cases, Deutsche Bank, Rothschild, Société Générale. Et j'ai commencé, comme certains d'entre vous, je pense, espèrent commencer aussi en audit. Et donc, l'idée pour moi, c'est de vous apporter quelques billes de compréhension sur les possibles parcours du financement et de l'investissement. Bonsoir à tous. Donc moi je m'appelle Adrien Rosenberg. Pour vous parler un tout petit peu de mon parcours, donc j'ai fait des études à l'université Paris-Dauphine il y a fort longtemps maintenant en finance et j'ai démarré ma carrière à l'époque en fusion-acquisition à la Société Générale. J'avais fait une année de césure avec des stages en restructuring, en private equity et aujourd'hui je travaille donc chez Alumni. Donc c'est une boîte qui prépare des étudiants aux entretiens en finance, à aller décrocher des stages en finance. Et donc, on a formé plus de 5000 candidats. Donc, j'ai une bonne vision, on va dire, des différents types de parcours possibles en fonction de votre école, de vos stages actuels ou pas, quel genre de parcours on peut construire. Et du coup, on va essayer de discuter de ça aujourd'hui pour intégrer le monde du financement et de l'investissement. Merci. Du coup, pour commencer, je vous propose qu'on aborde le sujet de manière plus globale, en définissant du coup, qu'est-ce que le milieu du financement et de l'investissement. Je vous laisse rebondir. Alors, assez simplement, ce que moi j'ai en tête lorsqu'on parle de financement ou d'investissement, financement, donc c'est tout ce qui est en capacité d'apporter du cash sur la table. Donc, on parle des banques, on parle des fonds d'investissement qui peuvent apporter du cash à des startups, à des entreprises. Et de l'investissement, c'est uniquement, justement, être dans une position de recherche de rendement. Donc, c'est vraiment ça que j'ai en tête. Et je pense qu'avec le public qu'on a, école de commerce pour ce qu'on m'a dit, du top 10, et puis on va essayer d'élargir, on est top dans le sujet, quoi. Ouais, et puis si je peux rajouter quelque chose sur le sujet, c'est qu'évidemment ces deux mondes sont assez liés. Et du coup, l'important pour vous, dans le cadre de la construction de votre projet pro et de décrocher une carrière là-dedans, c'est de réussir à comprendre pour chacun de ces métiers ou du métier que vous allez viser, quelle est la dynamique de recrutement. Évidemment, c'est pas aussi simple d'intégrer un métier plutôt qu'un autre en fonction de pas mal de paramètres qu'on va peut-être voir du coup maintenant. Par où commencer? Oui. Je vais dire. Oui, justement, du coup, dans cette partie financement investissement, quels sont les différents... je sais que voilà, il y a différents métiers sur différents plans, donc front office, middle office, etc. Est-ce que vous pouvez un petit peu développer sur ce sujet? Donc, c'est mon approche à moi de scinder en front office, middle office, back office. Pour deux raisons. Premièrement, parce que étant issu d'école de commerce, donc aujourd'hui, l'EM Lyon est repassé 4e. Donc techniquement, on peut parler de sujets dont va parler Adrien. Mais il y a dans la salle aussi une jeune personne que je mentore depuis un certain temps qui a fait une école de commerce, l'ESCA, et qui aujourd'hui, je pense, réussit très bien et qui fait tout ce qui est produits structurés. Donc elle est plutôt en back-office, middle office. Et il y a énormément de mes camarades de promotion qui font du contrôle interne, contrôle de gestion. Donc globalement, ce que j'ai en tête en front office, middle office, back office, front office, c'est ce que moi j'ai fait. C'est-à-dire chez Rothschild, j'étais en fusion-acquisition Equity Capital Market. Donc j'ai par exemple travaillé sur la mise en bourse d'Europe-Car en 2015. À la Deutsche Bank, j'ai eu la chance de travailler en Debt Capital Market, émission obligataire, investment grade. Donc j'ai travaillé par exemple sur des émissions de Total. Et à la Société Générale, c'était par exemple sur une Americap qui rachetait SFR. Donc c'est une opération à haut rendement. Et donc ça, ce sont des métiers de type front office. Et dans ces métiers de type front office, vous pouvez avoir également côté conseil des activités conseil en stratégie. Donc ce sont des métiers qui vous exposent à tout ce qui est C-level, évidemment après quelques années. Et
ça contraste un peu avec les métiers de back-office. Donc, lorsque vous êtes en contrôle interne, lorsque vous êtes en contrôle de gestion, qui ne sont absolument pas, et il faut le préciser, des métiers de seconde zone, mais qui sont également des métiers essentiels au fonctionnement d'une activité de financement, d'investissement. Et puis le middle, que moi j'aime vraiment préciser, lorsque j'étais en capital market, nous on faisait le pont entre les traders qui vendaient les papiers sur les marchés financiers, et puis les syndicats que personne ne voyait jamais, qui du coup sont en middle, qui discutent assez régulièrement avec les fonds de pension, avec les assureurs et autres. Donc, en quelques mots, ce sont les 3 approches que moi j'ai en tête. Front office avec une vraie exposition, middle office entre les deux et back office qui sont des fonctions support. J'ai évidemment aussi en tête tout ce qui est audit qui peut être en middle ou en front en fonction de l'exposition et des années d'expérience de l'intervenant ou du candidat. Ouais, si je peux compléter, je dirais que bon, je ne vais pas refaire du coup une description des métiers parce que c'était très bien fait et il n'y a pas de souci là-dessus. En revanche, un point qui est vachement important dans le cadre de votre projet professionnel et de la construction de ce projet professionnel, c'est de comprendre pour les différents métiers qu'est-ce qui est atteignable par exemple en sortie d'école. Je pourrais faire très grossièrement une distinction entre tout ce qui est sell side et buy side. Donc quand on est en buy side, en gros c'est quand on est investisseur, que ce soit dans un fonds de private equity, dans un fonds d'asset management, en gros quand on est celui qui prend les décisions d'investir, versus par exemple des métiers comme la fusion-acquisition où on va plutôt conseiller le client, donc on ne prend pas de décision nous-mêmes, juste on accompagne un client. Et pourquoi c'est important de comprendre ces distinctions, c'est parce que les débouchés en sortie d'école ne sont pas du tout les mêmes dans ces 2 catégories. Donc le premier point que vous devez à peu près comprendre, c'est que ce sera beaucoup plus simple pour vous de décrocher un job en sortie d'école plutôt en sell side, donc plutôt côté conseil, en fusion-acquisition par exemple, alors que décrocher un job en private equity en sortie d'école, c'est, je vais dire quasiment impossible. C'est possible, il existe quelques offres de job chaque année en France par exemple, mais c'est réservé à une très petite partie de la population étudiante. Et typiquement ici, donc on avait dit on a le top 10 d'écoles de commerce. Pour être très sincère, par exemple, ce sont des jobs qui ne seront pas accessibles à une partie de ce top 10. Okay, donc comment on y arrive, c'est aussi une question pour vous, parce que pour certains d'entre vous, ce ne sera pas possible en sortie d'école. Il faudra réfléchir à horizon de 2-3 ans après l'école. Et peut-être qu'on va développer un peu du coup d'autres sujets pour arriver aux différents parcours. C'est ça justement pour rebondir. C'était un petit peu la question qu'on se posait. Quelle formation et quel parcours en fait vont vous permettre d'intégrer ces métiers? De mon expérience par rapport à tous les étudiants que j'ai vu passer, maintenant, moi ça fait 7 ans que je fais ça, je dirais que dans le top 10, tous les étudiants ont la capacité d'intégrer par exemple un job comme du M&A. En sortie d'école, mais le chemin est plus ou moins difficile selon son école. Donc, le premier point de départ, et si jamais c'est quelque chose qui peut être optionnel pour certains d'entre vous, l'année de césure, c'est un truc qui est extrêmement important et essentiel si vous voulez réussir à décrocher les jobs du financement et de l'investissement, parce que c'est tellement compétitif en sortie d'école. Il y a des écoles où c'est obligé de faire une césure et les gens sortent avec 12 à 18 mois de stage dans les pattes, que si on vous donne uniquement l'option de faire une césure, il faut la prendre. Et je vous dis ça parce que ce matin, je parlais avec une étudiante d'une école du top 10 qui me disait « je ne veux pas faire de césure, c'est pas obligé, j'ai envie de travailler le plus vite possible ». Très bien, mais dans ce cas-là, tu ne feras pas les métiers dont on a discuté durant le téléphone. Donc ça, c'est un premier point, c'est l'année de césure, c'est hyper important. Et derrière, voilà, il y a des écoles. En gros, pour faire simple, quand on est dans une école du top 3, je parle pour les écoles de commerce, ça va être quelque chose de très atteignable, même pour une première partie de césure, par exemple, d'aller chercher les jobs en M&A, ECM, DCM, éventuellement en sales, trading, etc. Alors que si on est peut-être à l'EM Lyon ou à l'EDEC, c'est tout à fait possible, mais on va avoir peut-être moins d'entretien durant sa recherche de première partie de césure. Et alors quand on est entre la 6e et 10e place, ça devient un peu moins possible en première partie de césure, et dans ce cas-là, il est très important pour vous de réfléchir à une stratégie de candidature sur la césure, et en gros, postuler par exemple, je reviens sur le M&A, et si c'est pas possible, avoir un backup, avoir un plan B,
quels sont les jobs qui peuvent vous mener à ça. Et je pense que c'est un peu la question. Comment on arrive au financement ou à l'investissement? Il faut avoir un plan à horizon de 2-3 ans entre votre M1, je pense que vous êtes quasiment tous en M1, à partir du M1 jusqu'à votre diplomation. Et donc, pour moi, le point le plus important, c'est l'orientation. C'est de comprendre quel est le planning, la timeline d'aujourd'hui jusqu'à la fin de vos études sur quel stage peut aller chercher, première, deuxième partie de césure, fin d'études. Et aussi, évidemment, quand est-ce que les process commencent, à quelle date on a les entretiens, à quelle date on doit postuler, etc. Donc, il faut avoir une vision claire. En gros, ce qu'il faut éviter, c'est le moment où, quand vous postulez, on vous dit on a déjà trouvé nos stagiaires, c'est fini. Ou alors, quand vous allez postuler, vous voulez vouloir un job en fin d'études, on va vous dire t'as pas fait le parcours qu'il fallait, c'est pas possible. Voilà, ça c'est hyper important. Alors, je vous rassure tout de suite, il a dit les écoles du top 3. Le M Lyon est en ballottage très favorable. Et en fait, le M Lyon, je peux vous assurer que je suis avec beaucoup d'intérêt tout ce qui s'y passe. Et effectivement, il a raison. À l'époque où moi, je candidatais pour des stages, je me suis rendu compte, par exemple, chez Rothschild, qu'en fait, il y a eu une génération de directeurs EM Lyon qui, en fait, ont fait monter le M Lyon. Donc, en réalité, effectivement, c'est le top 3, comme il disait. Mais ça, c'était beaucoup plus vrai en 2016 qu'aujourd'hui en 2022, où, globalement, ils sont en train de s'ouvrir. Et même les cabinets de stratégie, peut-être dont on parlera, sont en train de s'ouvrir à des écoles de type EDEC et autres. Le point sur lequel, moi, je voulais apporter un élément important, c'est que, ayant fait du debt capital market, par exemple, c'est l'un des métiers en banque d'investissement que je qualifierais des plus légers. Et en fait, il faut le comparer à tout ce qui est private equity. Il n'y a pas énormément de place en debt capital market, par exemple. Le debt capital market, globalement, pour vous donner un ordre d'idée, vous préparez un dossier de financement en prenant les différentes dettes d'une entreprise comme Total. Vous appelez le directeur financier qui peut être issu de la même école que vous. Vous faites un rendez-vous. La date de maturité arrive. Vous appelez les traders, vous appelez les syndicats. Vous faites l'émission. C'est assez léger comme métier en banque d'investissement. Et pour vous donner encore un autre ordre d'idée, ayant fait du M&A, de l'ECM et du DCM, il n'y a que mes patrons de 2013 qui sont encore à leur poste en DCM. Donc, il y a eu énormément de turnover en M&A, il y a eu énormément de turnover en ICM, mais pas vraiment en DCM. Donc, si vraiment vous êtes dans une stratégie certaine d'être en banque d'investissement, vous avez vocation, évidemment, à regarder tout ce qui est audit en première partie, et Adrien a totalement raison, en année de césure. Donc, première partie, l'année de césure. Évidemment, l'audit, vous vous rendrez compte que ça n'a pas forcément grand-chose à voir avec du M&A. Cependant, ce que vos recruteurs rechercheront, c'est votre aptitude à faire des tâches dites rébarbatives, premièrement. Deuxièmement, votre aptitude à être au travail à l'heure. Troisièmement, votre aptitude à encaisser des dossiers et à être le plus précis possible. Pour vous donner un ordre d'idée en audit, par exemple, on vous demandera de rechercher dans un petit booklet de 200 pages une information qu'il faudra surligner et le faire sur chacun des books qu'on vous donnera de remonter sur 10 ans. Très rebarbatif, vous vous demanderez, j'ai fait HEC, j'ai fait ESCP, j'ai fait l'ISEC, c'est pas pour venir faire ce genre de tâches. Si, justement. Parce que vous allez montrer en première partie de stage que vous êtes apte à faire ce qu'on vous demande. Lorsque vous arriverez en M&A, vous serez en capacité de faire, peut-être on en discutera, des drapeaux et d'en faire peut-être 2000. Et des drapeaux, ce sont des petites cases dans lesquelles vous mettez des éléments d'une entreprise et évidemment, on va assez rapidement se rendre compte que ce n'est pas si high level que ça, mais ça fait partie de la formation. Donc globalement, on rentrera dans ce que les recruteurs recherchent, mais ce qui est attendu dans le parcours, c'est d'avoir une cohérence en année de césure qui, d'un côté, peut montrer que vous êtes apte à encaisser, absorber des informations sans forcément être dans l'analyse et le traitement. Ça, c'est l'audit. Et évidemment, dans la deuxième partie, faire au moins une première expérience en M&A, mais également, c'est beaucoup plus ouvert, également en conseil en stratégie, dans une boîte de private equity. Vous avez également l'opportunité plus tard de vous retrouver en M&A. On a beaucoup parlé du M&A, mais il n'y a pas que ça.
Il y a également des activités de type, et j'insiste là-dessus, parce que lorsqu'on dit école du top 10, moi j'ai eu l'occasion par exemple en stage, donc moi je me suis lancé en 2016, d'avoir l'une de mes stagiaires les plus brillantes qui me faisait des dossiers d'investissement à la perfection. Et évidemment, aujourd'hui, avec 7 ans d'expérience, j'ai des amis qui sont associés, qui ont été fast-trackés dans les banques d'investissement, qui sont donc en capacité de recruter. Et donc, évidemment, comme ce sont des amis avec qui j'ai été à l'école, on peut se parler franchement. Et du coup, je leur ai dit que j'ai le meilleur candidat possible, un de mes amis qui est chez Lazare, et je leur ai demandé de regarder les CV. Elle avait fait schéma, et il lui a dit, je suis désolé, Luc Olivier, mais ça ne va pas passer. Donc, il faut être très ouvert dans votre recherche de candidature et on parlera des solutions alternatives. Mais en 2022, il reste encore une demande d'excellence, au moins sur le blason que vous présentez lorsque vous envoyez votre CV. Après, il y a d'autres options. Voilà. Ce sont les quelques éléments que je souhaite ajouter. Oui, et d'ailleurs, c'est un point qui est important, je pense, par rapport aux différents recruteurs dont tu parlais, c'est que c'est extrêmement important, si vous voulez faire carrière là-dedans, de comprendre qui sont les acteurs. Et il y en a plein que vous ne connaissez probablement pas. Par exemple, dans la salle ici, je vais faire un petit sondage si vous voulez, très rapide. Qui ici vise a priori une carrière plutôt corporate finance, plutôt finance d'entreprise? Ok. Et parmi toutes ces personnes-là, gardez la main levée. Qui parmi vous connaît Julian Loki? Il y a à peu près la moitié qui a baissé la main. Donc, pourquoi je pose cette question? Vous pouvez baisser la main, c'est bon. Pourquoi je pose cette question? C'est parce que Julian Loki, c'est un acteur de premier plan dans l'investment banking, spécialisé en restructuring en l'occurrence. Et beaucoup d'étudiants ne connaissent pas Julian Loki. Donc, c'est-à-dire qu'ils ne postulent pas. Et donc, en fait, ils passent à côté d'opportunités. Alors qu'ils ont des bureaux à Paris, à Londres, ils ont des stages de 6 mois, ils ont des summers, internships, etc., etc. Donc, en fait, rien que de connaître l'industrie, connaître les acteurs, vous permettra de vous ouvrir plein d'opportunités. Et un point qui est assez intéressant dans ce milieu-là, c'est que le nom ne veut quelque part rien dire, parce que très souvent, toutes ces structures-là, que personne, le grand public ne connaît pas, ont été montées par d'anciens grands banquiers d'affaires. Et donc en fait, ils ont leur clientèle, ils ont leur deal flow, et juste, il y a des gens qui adoreraient bosser pour eux, et vous ne les connaissez pas. Okay? Donc une grosse partie de votre job aujourd'hui, c'est aussi de comprendre le marché. Donc par exemple, je reviens désolé sur le M&A, si vous voulez comprendre qui sont les acteurs, où vous pouvez postuler pour votre césure, vous allez par exemple faire des recherches de revues sectorielles type Merger Market, ils font des revues tous les quarters, et vous regardez les league tables, donc il y a les classements, parfois c'est large cap, mid cap, small cap, et vous regardez les acteurs, et vous allez trouver 10, 20, 30, parfois même 50, 60 acteurs, dont la moitié que vous ne connaissez pas. Très bien, je pense que c'est vrai qu'au niveau formation et parcours, on a été assez clair. C'est vrai que dans les éléments, on parlait aussi de l'importance donc, de connaître son marché, mais aussi de se faire son réseau. Je ne sais pas si vous avez quelque chose à ajouter là-dessus aussi ou pas. Bon, clairement, se faire son réseau, avoir du réseau, c'est le truc pour moi le plus important pour décrocher un bon premier stage de césure. Pourquoi? Parce qu'en gros, vous n'avez pas d'expérience. Et quand vous allez postuler fair and square comme tout le monde, CV, lettre de motivation, vous allez être contre des gens qui ont de l'expérience et contre des gens qui ont du réseau. Donc en fait, on ne vous rappellera pas. C'est même pas qu'on vous refuse, c'est qu'on ne vous répond pas. Donc ça, c'est la base de la base. Et donc, et ça, c'est normal en fait. Il faut l'accepter. C'est le point de départ. La question, c'est comment je fais pour que mon CV revienne en haut de la pile chez 1, 2, 3, maximum 4 bons recruteurs dans le stage que je veux vraiment. Et ça passe par le fait d'avoir des contacts en interne. Donc ça veut dire faire du réseau. Et quand je dis faire du réseau, je ne parle pas d'avoir des gens hyper haut placés dans les banques qui passent votre CV. Pourquoi? Parce que si je donne un exemple assez concret que je donne tout le temps quand je fais des conférences, si vous postulez pour un stage d'assistant sales chez Cassib, chez Natixis, Sogé, BNP, peu importe, la personne là-bas qui est en charge de sélectionner les CV des gens qui postulent au stage pour l'entretien, c'est le stagiaire. C'est pas le sales, c'est pas le managing director, c'est le stagiaire, parce que le sales, il en a rien à faire de la recherche de CV, et donc il le donne au stagiaire et il lui dit dans 48 heures tu me ramènes 10 bons CV. Donc en fait, si vous connaissez des gens en stage assistant sales dans des banques françaises par exemple, vous avez peut-être fait le plus dur pour décrocher votre entretien. Et
Anecdote que j'aime bien raconter parce qu'elle est récente, et d'un étudiant de Schema qui avait postulé à un stage d'assistant sales chez Cassib, c'était l'année dernière. Il postule, il se fait refuser. Après, il se rend compte que la stagiaire, c'est une Schema, la stagiaire actuelle qui est censée remplacer. Il la contacte sur LinkedIn, il discute, il lui envoie son CV, il a l'entretien. Okay. Donc en fait, faire son réseau, c'est le seul moyen pour vous d'avoir des entretiens. Je donnerai une exception, qui est peut-être pas politiquement correcte ou je ne sais quoi, mais en gros, par exemple, il y a des banques, au hasard Lazare, qui a bien envie de recruter à parité et qui du coup va accepter des premières parties de césure de filles. Et dans ce cas-là, comme il n'y a pas beaucoup de filles qui postulent dans ces banques-là, parce que en général c'est 80-20 le ratio, ou 75-25 on va dire, du coup, quand on postule normalement CV lettre de motivation, en fait, comme il y a une rareté des filles dans le marché, son CV a plus de chances d'être sélectionné pour décrocher les entretiens. Mais c'est une petite exception, voilà. Sinon, dans tous les cas, moi, des feedbacks que j'ai, des étudiants que je forme, etc., ceux qui, en gros, surperforment, on va dire, ce qu'ils pouvaient aller chercher juste avec une candidature normale, ce sont des gens qui ont networké en interne, qui se sont fait des contacts. Ça passe évidemment peut-être par des anciens de leur école, c'est plus facile de les contacter, etc. Mais en tout cas, c'est comme ça que je pense qu'il faut faire. Je suis totalement d'accord avec lui. Ce que moi, je peux ajouter, c'est que moi, je suis admis sur titre international, donc venant du Cameroun, avec une licence en économie et gestion, avant d'intégrer le M Lyon. Donc, autant vous dire que je n'avais pas de réseau en France. La chance que j'ai eue, c'est peut-être d'avoir vraiment fait du 100% lorsque j'ai été recruté en stage chez EY. Donc, ça m'a permis de rentrer directement dans un pool de profils HEC polytechnicien à l'époque où EY faisait encore une mise en commun de tous les profils qui rentraient. Donc, on nous amenait à Bénodet et ça faisait une jolie expérience. Et à la suite, évidemment, moi également, ne sachant évidemment pas comment se passe tout ce que vous saurez après cet échange que nous avons. Donc moi, évidemment, je ne le savais pas. Je me suis mis à réseauter parce que j'avais compris que c'était ce qu'il fallait faire. Avant de réseauter, il faut être prêt. Le problème, lorsque vous réseautez et que vous êtes potentiellement bon là-dedans, c'est qu'on va vous appeler et on va vous demander de passer l'entretien. Et moi, la petite anecdote, c'est que j'avais contacté un aîné qui avait fait Lazare, qui était directeur chez Lazare. Donc, j'étais chez EY, je cherchais la deuxième partie. Et il a passé mon CV et une semaine après, j'avais l'entretien. Et je me suis fait défoncer, éclater. Ça n'avait absolument rien à voir avec mon entretien de chez EY, qui était très qu'est-ce que vous voulez, qu'est-ce que vous avez fait, et puis un peu psychotechnique. Là, c'était vraiment, je travaille dans 3 heures. Et évidemment, je n'étais pas prêt. Donc, avant de réseauter, préparez-vous, et je pense qu'Adrien, mieux que moi, saura vous dire quoi faire. Mais il faut être prêt avant de réseauter. Évidemment, en termes de réseau, l'idée, c'est de rencontrer des personnes. Ce n'est pas forcément de rencontrer des personnes en leur demandant « tu fais quoi dans la vie ?» Ce n'est pas très correct et ce n'est pas très subtil. En fait, prenez du plaisir à vivre, prenez du plaisir à rencontrer des personnes, à échanger, et puis potentiellement vous tomberez sur une personne qui, de par son école, de par son positionnement, est en capacité de bien vous apprécier parce que vous avez passé un bon moment. Impliquez-vous dans vos associations d'école, c'est très important. Aujourd'hui, je suis en discussion avec énormément d'amis à travers le monde parce que nous avons été dans des associations en école. Et puis, dernière chose et non des moindres, mettez-vous en capacité, lorsque vous êtes recommandé par une personne, de vous retrouver le meilleur. Parce qu'en fait, ça ne vous aide pas toujours lorsqu'on passe votre CV. Pour vous donner encore la même anecdote, moi, je n'avais pas reçu de retour de Lazare à l'époque. Parce que le CV avait été passé par une personne très high level qui travaillait tellement bien qu'ils étaient un peu gênés. Et du coup, moi, j'avais plein d'amis qui s'étaient vite fait refuser. J'avais plein d'amis qui s'étaient vite fait accepter. Et puis moi, j'ai jamais su au final. Et puis bon, la RH m'avait dit à force d'insister. Mais c'est juste pour dire, le réseau, c'est très important. La compétence technique, l'école que vous avez, évidemment, c'est ce qu'on voit sans vous rencontrer, vous. Mais il faut savoir que si jamais vous réussissez à réseauter et à avoir une personne qui passe votre CV, potentiellement, cette personne-là prend aussi un risque en recommandant votre CV. Donc, mettez-vous dans ces conditions. Lorsque vous êtes prêt à tout défoncer, c'est vraiment la recommandation ultime que moi je vous donnerai dans ce cadre.
Je ne peux que être d'accord et en fait je dirais même qu'il faut réseauter et travailler dès maintenant, enfin il faut tout faire en même temps, en tout cas pour aujourd'hui, là si vous cherchez un stage pour par exemple juin-juillet, première partie de césure, pour vous donner un ordre d'idée, nous les gens en général ils viennent en formation en juillet, août 2022 pour une césure qui démarre en juillet 2023, donc un an avant. Pourquoi? Parce que si je fais un rétro-planning, en juillet commence le stage 2023, en janvier à peu près commencent les entretiens, les process, etc. Donc il faut entre août et janvier, on a 4-5 mois pour s'entraîner aux entretiens, contacter des gens, se faire son réseau, et le moment venu où on peut faire passer un CV, hop, on est prêt, et effectivement ça va hyper vite. Dès qu'on vous rappelle, c'est que l'entretien il a lieu dans maximum une semaine. Et clairement, les recommandations ne vous êtes qu'à passer, qu'à avoir l'entretien. C'est absolument pas une garantie. Les rares cas où j'ai vu que c'était une garantie, c'est quand papa ou maman est un très très gros client de la boîte, c'est-à-dire qu'un C-level d'un CAC 40 ou un truc comme ça, et qu'on ne peut pas le refuser, mais c'est vraiment un cas très très rare. Merci en tout cas. Justement, en parlant de formation et de parcours, on fait souvent du coup le comparatif avec Londres. Je ne sais pas si vous avez prévu de partir à l'étranger pour faire des stages ou même pour vos premières expériences professionnelles. J'aimerais avoir votre avis là-dessus et aussi comparer un petit peu les opportunités qu'on a ici en France actuellement et à Londres. Alors, en ce qui concerne le marché anglo-saxon, comme je l'ai dit, moi j'ai toujours une vue très biaisée parce que moi, mon parcours, ça a été un peu à l'arrache. Donc, je n'ai pas eu la chance que vous avez de vraiment avoir pas à pas énormément d'exemples. Et donc, ce que je sais, c'est qu'à Londres, le plus important, Londres ou même New York aux US, le plus important, c'est de réussir les tests en ligne. Donc, évidemment, comme disait Adrien, c'est de se préparer. Le marché est extrêmement ouvert aux jeunes profils, quelle que soit votre école. Donc ici, on parle des écoles du top 3 ou du top 10. Si vous allez dans des environnements anglo-saxons, sachez que tout est très ouvert. Pour vous donner encore un ordre d'idée, l'une des entreprises qui a le plus été intéressée par mon profil après mon expérience chez Rothschild, c'était Goldman Sachs. Et en fait, Goldman Sachs, comme vous le savez, c'est une entreprise dont on ne connaît ni les process de recrutement, ni les éléments, et qui, contrairement aux autres banques, ne passent pas forcément des tests en ligne avant de vous appeler en entretien. Donc, en fait, eux, ils mettent ce biais-là pour être en capacité de recruter les profils qui les intéressent, qui sortent du lot. Donc, en matière de candidature dans les banques anglo-saxonnes, pour tout ce qui est summer, qui évidemment permettent en majorité des cas d'avoir un contrat derrière, parce que le marché est très dynamique, le marché est très ouvert par rapport au marché français, parce que, comme vous le savez, et puis peut-être on discutera aussi du marché globalement, mais le marché anglais permet de rayonner sur énormément de parties du monde. Et donc, depuis Londres, vous êtes en capacité de gérer des activités en Asie, aux US et autres, et donc, ils sont très demandeurs de nouveaux profils, de personnes qui sont ouvertes, qui sont travailleuses et surtout qui ont un esprit apte, flexible et capable de mâcher de la data, quoi, globalement. Donc, c'est ça la principale différence que j'ai avec le parcours très français où ici en France, une fois que vous avez fait la bonne école, une fois que vous avez les bonnes références en stage, vous êtes quasiment assuré d'arriver en entretien. Évidemment, encore une fois, il faudra réussir l'entretien. Et peut-être, chose qu'on n'a pas mentionnée, peut-être qu'on en discutera plus tard, il faut comprendre que la personne, en général, qui vous passe à l'entretien, pourrait être amenée à travailler avec vous. Donc, il faut vous mettre dans la peau de la personne qui vous pose des questions et ne pas répondre mécaniquement à cette personne-là, mais vous demander qu'est-ce que cette personne aimerait entendre, plutôt que juste qu'est-ce qu'un free cash flow, qu'est-ce que la valeur d'entreprise. Il faut vraiment être en capacité, et encore une fois peut-être qu'on échangera là-dessus, être en capacité d'avoir un échange pour que la personne ne voit pas le temps passer et que s'installe vraiment ce moment fit-là et qu'il soit le plus agréable et à la fin que la personne se dise « j'ai trouvé le candidat avec qui je veux bosser jusqu'à 2h ou 3h du matin ». Clairement, quand vous passez des entretiens, sachez une chose, c'est que les gens qui vous font passer les entretiens, en fait, ça les emmerde parce que ça les dérange dans leur travail et c'est une heure qu'ils vont devoir compenser plus tard dans la soirée.
Donc, s'il passe un mauvais moment avec vous, ça va être compliqué pour le stage. Et donc, c'est pour ça que moi, je dis toujours aux gens que je forme que la technique, c'est très important parce qu'il y a beaucoup de questions techniques en entretien, mais en fait, ça ne joue que le rôle d'un filtre, comme un test technique, un test numérique, etc. À la fin d'un process, quand il reste 2 candidats au dernier tour qui voient le senior de l'équipe, le senior, il pose pas de questions techniques. Il voit les 2 personnes, il se dit qui j'aime le plus, lui ou elle. Basta. Et donc, ça, pour qu'ils vous aiment, il faut être évidemment sympa, souriant, dynamique, etc. Mais aussi montrer que vous avez bien compris le job, que vous êtes assez mature pour exécuter les tâches qu'on va vous donner. Donc il parlait par exemple de la rigueur, etc. Ça ne peut pas se tester vraiment en entretien. Il faut qu'on sente si la personne elle est rigoureuse. Comment elle parle, est-ce qu'elle est carrée ou pas. Quand je lui pose une question, est-ce qu'elle répond directement ou est-ce qu'elle tourne autour du pot. Parce que si elle tourne autour du pot, peut-être que le jour où en stage où elle va faire une connerie, elle ne va pas me répondre concrètement sur pourquoi elle a fait une connerie. Elle va essayer de tourner autour du pot également. Donc les gens ils regardent ça. Et ils regardent aussi un autre point, c'est ce que je dis toujours en conférence, c'est ils se posent la question, est-ce que j'ai envie d'aller boire une bière avec cette personne à la fin de la journée? Et si la réponse est non à cette question, vous n'aurez pas le job non plus. Parce que les gens, ils passent la plupart de leur journée avec vous, parfois le week-end. Et en fait, quand on est tard le soir au bureau et que c'est un peu la galère et qu'on sait qu'on va finir tard, ce qu'on aime bien aussi, c'est être avec nos potes. Et en plus, en général, dans ce milieu-là, tout le monde a le même âge. Ça marche comme des classes. C'est un prolongement de l'école de commerce et d'ingénieur. Et du coup, il faut être dans le même mood. Okay. Donc, c'est bien la technique, il faut la bosser. Mais si vous n'êtes pas convaincant sur pourquoi vous êtes là, vous allez sauter aussi. C'est hyper important. Ok, très bien. Du coup, voilà, pour passer à autre chose, donc après tout ce qui est parcours, c'est surtout de savoir du coup actuellement avec quel marché avons-nous affaire. Justement, les milieux qui recrutent actuellement, le contexte macroéconomique, peut-être est-ce qu'il y a beaucoup de nouveaux postes ou très peu? Est-ce que vous pouvez répondre à ces questions maintenant? Si tu veux. Alors, vous aurez remarqué, moi, ce qui me manquait beaucoup lorsque j'étais à votre place, c'est que les réponses étaient très générales. Donc, moi, je personnifie énormément les choses. Je pense que ça peut assez rapidement parler aux différentes personnes. Donc, moi, après Rothschild, j'ai gardé de très bons rapports avec mon ancien patron qui était directeur, qui aujourd'hui est gérant. Et j'ai déjeuné avec lui vendredi dernier. Il est devenu un ami. Et donc, lui, il m'a donné un peu quelques détails que je partage avec vous, parce que moi, je n'ai plus la vue globale des marchés que vous visez, parce que je suis tout petit, je travaille avec des startups, et pas forcément des startups tech. J'ai une vraie sensibilité sociale, pour l'instant. Et donc, globalement, sur les marchés actuellement, il m'a expliqué, c'est un peu généralement à Paris, en banque d'investissement, c'est très dynamique. Vous savez, il y a eu le Covid. Donc, le Covid a créé un goulot d'étranglement qui a fait penser à certaines grandes entreprises de penser à des spin-offs. Il y a une rarification actuellement de l'argent sur les marchés, ce qui fait qu'il y a certaines consolidations de positions d'entreprises. Et donc, les investissements se raréfient ou alors se consolident. Donc, ils ont plus des approches stratégiques que de grosses approches d'opérations M&A. Donc, ça, c'est sur le marché de l'investissement. On n'a pas énormément parlé du conseil en stratégie qui, je pense, devrait aussi vous intéresser. Côté conseil en stratégie, ça se porte très bien. Pour avoir été récemment dans des conférences avec McKinsey, McKinsey est très ouvert, est en train de s'ouvrir énormément à tout type de profil, quelles que soient les écoles, au moins à recevoir en entretien. Donc je sais que le conseil en stratégie se porte très bien et qu'après une première expérience, soit en stage, en audit ou en banque d'investissement, vous êtes en capacité d'aller chez des cabinets tels McKinsey, Bain ou le BCG. Et puis côté anglo-saxon, encore une fois, ce sont des retours que j'ai. Je sais que de ce côté-là, il y a toujours une sorte de dry power, donc puissance financière. J'ai des amis qui ont un peu plus de 8-9 ans, donc ça permet de donner une idée du marché, qui aujourd'hui se lancent à leur propre compte et qui réussissent aisément à lever des fonds, que ce soit aux États-Unis ou au UK. Donc, globalement, sur les marchés, vous avez la partie banque d'investissement qui vous concerne, qui est très ouverte après Covid. Vous avez contrairement à 2015, mon époque à moi, le conseil en stratégie qui est en train de s'ouvrir parce que les besoins sont énormes en consolidation, en restructuration. Et donc, il ne faut absolument pas négliger cette partie-là.
Et puis les pays anglo-saxons, notamment les UK, j'en parlais, si vous l'avez noté il y a une semaine, la capitalisation parisienne est passée devant celle de Londres, donc de quelques milliards. Mais après, ce n'est pas forcément une performance pour la France, c'est plutôt un déclin du côté britannique, parce qu'en fait, avec le Brexit, il y a une fuite des investisseurs. Donc ce sont des éléments qu'il faut avoir en tête, mais ça n'empêche absolument pas que la place de Londres reste une place incontournable dans le marché financier, et qu'il faut regarder, si jamais vous n'avez pas fait HEC, ESCP, ESSEC, EM Million, et que vous souhaitez malgré tout intégrer cet univers-là. De ce côté-là, c'est très ouvert et évidemment, c'est toujours très porteur. Yes, si je peux peut-être nuancer un ou deux points, tu me diras si tu n'es pas d'accord. Mais bon, je pense qu'il y a quand même cette année des banques qui ne savent pas trop où elles vont aussi et elles freinent un peu certaines choses. Par exemple, l'an dernier, chez Citi, en investment banking, ils étaient en summer, ils étaient 100% quasiment à convertir leur summer en full-time. Et cette année, on est plutôt à 70%, ce qui est énorme aussi. Hein. Chez Morgan Stanley en marché, on était à 75% l'an dernier, 50% cette année, des infos que j'ai. Donc, je pense qu'elles sont un peu conservatrices sur les perspectives futures, ce qui va se passer, et donc elles font un peu gaffe à leur recrutement cette année. La bonne nouvelle pour vous, c'est que ça vous concerne a priori pas trop, parce que la plupart, vous êtes en M1, donc en fait, vous cherchez un job dans 2-3 ans. Je dirais même plutôt 3 ans si on prend la césure. Ce qui fait que, quelque part, en 3 ans, il peut se passer énormément de choses. Et en général, ça va revenir. Et il y avait un autre point que je voulais voir. Ah oui, c'était sur le conseil en stratégie. Alors, je vais me permettre juste, pour le coup, vraiment une nuance sur ce que tu dis par rapport à l'ouverture des cabinets aux écoles. Peut-être que, parce que historiquement, le conseil en strat, ils aiment quoi? Ils aiment le top 4 d'écoles de co et d'ingé, un peu de télécom, oui, etc. Un peu de Sciences Po peut-être. Et puis aujourd'hui, effectivement, j'ai entendu dire qu'ils pourraient prendre même des dauphines, qui ne prenaient jamais des dauphinois, et qui veulent se baser sur les tests qu'ils allaient faire et tout. Bon, why not? Mon intuition, c'est que quand même, à la fin du 2e ou 3e tour, il y aura un partenaire qui dira « Ouais, il n'a pas fait de prépa, ouais, il n'a pas fait telle école », parce qu'en fait, c'est un entre-soi, ce milieu, où les gens, ils sont quand même assez fiers de leur parcours, ils ont un ego surdimensionné, et donc, si vous n'êtes pas dans ces écoles historiquement target pour le conseil, mais que vous voulez le tenter parce qu'on vous dit que c'est possible, ok. Mais alors pour le coup, c'est encore plus important d'avoir un parcours cohérent durant vos stages. C'est-à-dire que si je suis à Polytechnique ou à HEC et que je veux faire du conseil en strat, je peux faire ce que je veux, du marketing, n'importe quoi. Grosso modo, j'aurai les entretiens en fin d'études. En revanche, même un EDEC aujourd'hui, s'il veut faire du conseil en strat, il a intérêt à faire un stage en M&A, un stage en strat interne dans un grand groupe, ou alors un stage qui lui apporte une vraie expertise produit sur un secteur. Ouais. Il va chez Procter, il va chez... peu importe. Donc peut-être que c'est possible, et peut-être que ça va être possible dans 2-3 ans, mais alors la cohérence du parcours et des stages pertinents pour ce métier-là, pour le coup, je pense que c'est essentiel. Je vais ajouter, pour la première partie, effectivement, il a totalement raison sur le gel des embauches qui peuvent arriver à un certain moment. Pour vous donner une autre idée, quand moi j'étais en stage de fin d'études chez Rothschild, on était 25 stagiaires. Pour revenir un peu sur les femmes, il y avait 3 femmes. Donc évidemment, elles étaient choyées parce que sur un pool de 25 stagiaires, ce sont elles qui permettent de donner un peu une idée sur la diversité. Donc je rejoins ton point de tout à l'heure, les femmes sont vraiment mises en avant parce qu'il n'y a pas énormément de candidatures pour créer une certaine mixité. Et évidemment, à l'issue des 25, il n'y a eu que 2 propositions en CDI. Ce qui était inédit chez Rothschild, parce qu'en général, ils prennent la moitié. Sauf qu'il n'y a pas eu suffisamment de démissions au-dessus. Donc, en fait, ils ont gardé leur job. Et globalement, on est en train de vous donner... Évidemment, comme il disait, ça ne vous concerne pas forcément, mais bon, tant qu'on y est, allons-y. Donc, globalement, ce sont les personnes qui sont au-dessus qui libèrent des places qui, en général, permettent de recruter de nouveaux profils. Donc, en fait, sur 25, il y en a énormément qui sont retrouvés soit dans des banques américaines très aisément, soit en conseil en stratégie. Donc effectivement, il faut avoir en tête cette activité de marché. Comme vous le savez, la guerre en Ukraine est en train de rebattre énormément de cartes.
sur les marchés financiers, c'est conséquent par rapport aux prises de décision et aux positions. Énormément de grandes entreprises ont perdu de l'argent. Et la stratégie américaine a été avancée de quelques années par rapport à sa prise de distance vis-à-vis de la Chine, ce qui fait qu'ils se rebattent sur d'autres pays émergents comme l'Inde. Et donc, mécaniquement, comme il dit, au niveau de ce qui vous concerne, certaines banques nous donnent l'impression de ne pas savoir où elles vont, mais c'est effectivement parce que de manière macro, il y a un flou historique. Est-ce que la guerre en Ukraine va se prolonger au-delà de la moitié de 2023, du premier semestre ou du premier trimestre? Est-ce que côté chinois, avec le Covid qui revient, avec les différentes mesures, avec du coup le ralentissement annoncé de l'économie et la prise de distance américaine qui a relevé ses taux, est-ce que les Chinois, pour faire diversion, vont attaquer Taïwan? Parce que c'est une hypothèse et mécaniquement, ce sont énormément d'éléments qui remettent en cause les activités des banques d'investissement qui sont dans le conseil et qui, évidemment, essayent de vendre des opérations à leurs clients. Donc, cette difficulté à lire l'avenir, qui, évidemment, ne sera jamais dite comme ça, est claire parce qu'en fait, il y a des personnes qui ont des agendas personnels et politiques qui vont fausser toutes les cartes. On parle de Poutine, on parle du président chinois, et qui sont en capacité de bouleverser totalement l'économie. Donc, lorsqu'on redescend d'un cran, faites de bonnes études, ayez de bons grades, de bonnes notes, et mettez-vous en situation d'être en compétition avec les autres candidats parce que c'est le cas. Et dites-vous évidemment qu'il y a de plus en plus de lumière sur les activités du financement et de l'investissement. Et donc, il y a de plus en plus d'acteurs qui viennent sur le marché. Donc, votre rôle, c'est d'être bon et ou d'être une personne agréable, globalement, pour vous retrouver pris en entretien, quoi. Ok, très bien. On va passer du coup aux questions. Donc si certains d'entre vous ont une question, n'hésitez pas à lever la main et on y répondra. Ouais. Après, je voulais savoir si vous aviez un point de vue sur les offres d'emploi en asset management. Tu as une vue, si tu veux. Si tu veux. Alors, pas directement, non. Mais en asset management, ce que tu veux dire, je me permets de te tutoyer, c'est en termes de parcours, c'est ça? Ou alors, est-ce qu'aujourd'hui, il y a plus d'offres? Globalement, en asset management, ce sont des métiers très prestigieux. Donc, il n'y a pas énormément de turnover dans ce type d'activité. Là, on crée une relation de confiance avec l'interlocuteur qui est particulier et très riche, ou alors une grande famille. Et évidemment, les entrées dans ces marchés-là sont très limitées. Je sais par exemple que j'ai un ami avec qui j'étais chez Rothschild, j'étais en M&A, et lui, il était du côté asset management, qui a eu une offre, mais je sais que c'était le seul. Et tout seul, il gérait un pool très significatif. Donc, n'ayant pas, évidemment, d'expérience directe là-dedans, et ça ne m'intéresse pas forcément plus que ça, je ne peux pas forcément t'apporter de réponse directe. Cependant, je sais que comme toutes les activités, il y a des besoins. Deuxièmement, il faut avoir un CV quand même qui sort du lot, parce que ce sont des activités, et chaque fois qu'il y a moins de demandes, ils recherchent quelque chose de spécifique. Pour te donner un ordre d'idée, pour revenir un peu à mon expérience, en DCM, la Deutsche Bank ne prend que 2 stagiaires par an. Et globalement, ce qui les a intéressés sur mon CV, c'est évidemment que j'avais un parcours un peu entrepreneurial parce que j'avais déjà initié quelque chose avant d'arriver à l'EM Lyon, de par les activités de conseil de mon père. Et deuxièmement, mon patron était de l'EM Lyon, globalement. Donc, il ne s'est vraiment pas foulé. Mais il faut vraiment avoir en tête, et là, pour le coup, ce que je te recommanderais peut-être, c'est d'aller sur LinkedIn et d'essayer de targeter des personnes peut-être de ton école qui sont en poste pour leur demander quelle est la dynamique. Mais ce n'est pas l'activité la plus dynamique que je connaisse des métiers du financement et de l'investissement.
Ouais, je suis d'accord. Si je peux juste compléter un ou deux points, je dirais que en fait, quand tu as des jobs intéressants, bien payés et avec un bon lifestyle, il n'y a pas beaucoup de turnover. Donc tu vois, si tu compares au M&A, voilà pourquoi en M&A ça recrute bien même en temps de crise. Deuxième point, comme c'est du buy side, je recoupe sur ce que j'ai dit au tout début. Il y a en général moins de jobs en sortie d'école. Donc si tu veux faire de l'asset, mon conseil c'est plutôt de viser un summer dans une banque ou dans un fonds type BlackRock, PIMCO, etc. Le summer étant la voie royale, puisque si tu as un summer, tu as en fait un job, sauf si tu fais de grosses conneries, mais si tu es moyennement bon, tu as un job. Donc vaut mieux passer par un summer. Est-ce que quelqu'un d'autre a une question? Bon, ça veut dire que tout a été clair, j'imagine. Ou qui sont timides. Zéro question. Je suis sûr qu'il y a des questions. Donc, vous êtes au fait du métier, du M&A, de DCM, des activités. Vous avez des personnes, lui il a plus d'expérience technique que moi parce qu'il a fait 2 ans en M&A. Vous avez un analyste quand même qui a en capacité de vous donner pas mal d'informations sur la vie de tous les jours. On vous l'a dit, ne soyez pas timide. Dans ces métiers-là, ce que les recruteurs recherchent, c'est de la personnalité. La personnalité, ce n'est pas forcément une personne qui va essayer d'exister et d'écraser les autres. Évidemment, il y en a, mais moi j'en connais, ils sont très bons. Donc, si vous avez ce type de personnalité, vous avez intérêt à être très bon. Mais sinon, soyez une personne agréable, posez des questions et créer cette dynamique-là d'engouement. Si vous allez en entretien, évidemment, ça s'est très bien passé et vous ne posez aucune question. Ce que moi je dis toujours aux étudiants que je mentore, donnez à l'intervenant ou à la personne ou l'intervieweur le sentiment qu'il a partagé quelque chose avec vous. Ça veut dire que si vous êtes en capacité de me faire lever les yeux, comme tout à l'heure sur l'asset management, parce que du coup je ne sais pas, du coup ça ne va pas aussi vite, du coup c'est peut-être la seule question dont je me souviendrai, parce qu'il m'a mis en difficulté. Si vous me demandez de parler d'une chose beaucoup plus légère ou d'un sujet beaucoup plus concret dont je viens de parler, c'est plus facile pour moi. Donc mettez la personne, évidemment il y a des questions simples. Pourquoi vous vous êtes lancé dans l'entrepreneuriat, par exemple? Pourquoi vous n'êtes plus en banque d'investissement, par exemple? Vous vous rendrez compte que ce sont des questions très personnelles. Et là-dessus, on ne peut pas mentir. D'abord parce que techniquement, j'ai l'impression qu'on est filmé. Donc, il sait très bien que sa réponse le suivra. Et deuxièmement, peut-être qu'il est en phase et il vous répondra très honnêtement. Donc, ça, c'est un conseil. Si vous vous retrouvez en entretien, créez un lien avec la personne en la mettant dans une situation de réfléchir avant de répondre. Du coup, est-ce qu'il y a des questions? Oui. Pardon. Il y a assez peu d'offres sur les sites et du coup, est-ce que les candidatures spontanées, ça marche ou pas? Alors effectivement, je pense qu'on se place dans le cadre d'une césure, c'est-à-dire d'un stage de 6 mois. La plupart des offres de stage sont offline. Okay, tu ne vas pas les trouver sur Internet. Donc, effectivement, tu n'as pas où postuler. Du coup, en fait, quand tu dis candidature spontanée, je ne pense pas que ça vaille le coup de faire un mail à une boîte mail qui s'appelle recrutement @ je sais pas quoi et d'envoyer ton CV de motivation. Peut-être qu'avec un coup de chance, ça va marcher parce que tu l'envoies au bon moment, quand ils recherchent, etc. Mais tu sais, si tu l'envoies un mois avant, un mois après, ça se trouve, c'est trop tard, c'est trop tôt, ils s'en foutent de ton mail. Et du coup, moi, j'aime pas trop cette idée de faire des mails spontanés. Je pense que ça peut marcher, mais globalement, ça marche pas. Je pense que le plus important, c'est au lieu de faire un mail spontané, tu envoies un message à quelqu'un sur LinkedIn, tu fais ton travail, et puis un jour, il va prendre ton CV, il va l'imprimer, il va le filer au RH, et tu n'auras même pas fait de lettre de motivation, et tu auras l'entretien. C'est comme ça que ça fonctionne, très clairement. Oui. En fait, vous avez plus parlé des écoles de commerce. Et je voulais savoir qu'en est-il des universités type Paris-en-Sorbonne, Assas, Dauphine. Est-ce qu'on a quelques chances pour intégrer ces métiers? Alors, en gros, c'est pas pareil Dauphine et Assas Sorbonne.
dans la tête des recruteurs pour ces métiers-là. Donc Dauphine, ça fait partie, en gros, c'est comparable pour eux à une école de commerce, top école de commerce, etc. Et quand tu es à Sorbonne ou à SAS, il y a encore aussi des différences. Ça dépend aussi de tes parcours, etc. Il y a un parcours à la Sorbonne qui est très apprécié, par exemple. Donc ça dépend pour chacun. Donc tu n'es pas au même niveau, au même point de départ en fonction de ton parcours et de ton université. Ça ne veut pas dire que c'est pas possible, parce que, encore une fois, si tu t'y prends suffisamment tôt, si tu construis un CV cohérent, en fait, en fin d'études, tu vas arriver à ton objectif. Tu peux y arriver. Okay, en fait, une des faiblesses, par exemple, d'un étudiant qui est dans une fac qui n'est pas target, comme on dit, c'est qu'il n'a personne autour de lui qui parle de ces métiers-là, il n'a personne à qui poser des questions, il ne se pose même pas la question. Il se pose la question quand tout à coup, il arrive en M2 et qu'il se dit tiens, ce métier-là, ça serait intéressant. Et puis en fait, on lui dit mais tu aurais dû te poser la question 2 ans avant. Donc il est moins dans un écosystème qui lui permet de se poser les bonnes questions au bon moment. Mais la réalité, c'est que, je veux dire, tu parles de Assas Sorbonne, si je prends d'autres types d'écoles, moi, j'ai des étudiants de tout type d'écoles et j'ai des exemples d'étudiants qui sont en école post-bac de commerce, à l'ESCA, à l'IESEG, etc., qui sont des très bonnes post-bac, mais ça reste des post-bac, tu vois, pour certains recruteurs, et qui décrochent des césures où ils vont faire du M&A chez Natixis Partners, assistant sales chez Crédit Suisse. Voilà, ça, c'est des parcours très récents que je vois. Une fille qui va en private equity chez Euraseo. Comment elle a réussi à faire ça? C'est parce qu'elle a fait une première partie de césure dans une petite cabinet M&A mid-cap, small cap. Après, deuxième partie chez Natixis Partners. Et après, stage de fin d'études chez Euraseo. Et c'est pas une étudiante d'une école target. Mais c'est une étudiante qui a bien fait les choses. En fait, la différence entre ces étudiants-là et les étudiants de top école, c'est comme si, pour passer d'un point à un autre, il y en a, ils marchent sur un fil, et d'autres, ils marchent sur un pont. Et donc, quand tu marches sur un pont, tu as le droit de tituber, tu peux faire des erreurs, on te les pardonne. Puis quand tu marches sur un fil, en fait, tu n'as pas le droit à l'erreur, mais il y en a qui passent à travers les balles. Mais c'est parce que c'est une question d'orientation et de préparation. Et encore une fois, de toute façon, il n'y a aucun étudiant qui décroche ces offres-là sans préparation. Parce que ceux qui... il y en a, ils vont appeler des anciens de leur école et ils vont demander quelles sont les questions qu'on pose, comment je me prépare. Donc voilà, donc il faut être préparé. Et si je peux ajouter quelques éléments, la première chose concernant les universités, c'est qu'effectivement, il y a des universités qui se distinguent. Sciences Po, c'est vraiment... c'est le prestige. Et donc, Sciences Po, assez rapidement, se retrouve aisément en compétition, voire devant des écoles comme EM Lyon. Et évidemment, Dauphine, parce qu'ils ont des parcours très spécifiques. Pour revenir sur le cas, par exemple, de ma promo Rothschild, il n'y a eu que 2 CDI proposés à l'issue sur les 25. Et l'un des 2, c'est une personne qui avait fait Audencia. Par contre, il avait fait 2 petites boutiques avant d'arriver. Et donc là où les X, HEC et SEC étaient sans doute brillants, mais mettaient un temps fou à délivrer sur certains éléments, le mec, il délivrait sur tout. Donc lui, il a eu vraiment la main levée son offre chez Rothschild. Après, il s'est barré, il a monté sa boîte. Mais c'est juste pour dire, comme disait, c'est juste pour dire que lorsque vous vous retrouvez dans une situation de ne pas avoir les mêmes éléments que les autres, il y en a qui peuvent aller évidemment écrire sur LinkedIn que ce n'est pas faire, que ce serait bien qu'il soit plus ouvert, ou vous pouvez travailler beaucoup plus dur. Et vous vous retrouverez évidemment dans une situation où il faut être super préparé. Rappelez-vous, vous allez peut-être envoyer une centaine de candidatures et il vous faut réussir un seul entretien. Un seul entretien, il faut plusieurs entretiens dans une seule boîte, globalement. Mais si vous êtes super préparé, ce sont les mêmes questions qui reviennent, avec le sourire, avec la capacité que vous avez à rassurer les personnes en face de vous. Je suis certain que ça se passera très bien. Bon, malheureusement, c'est déjà la fin du coup de cette table ronde. Merci à tous d'être venus. Merci à vous d'avoir répondu du coup à toutes les questions et en tout cas d'avoir pris le temps de développer le sujet. Donc voilà, merci à tous.